Bon, parfait. Je vous propose de commencer ce conseil municipal qui n'est pas très long. Et on va commencer par l'appel des conseillers municipaux et des élus. Alors, Fabrice Sardaigne, je suis là. André Laloze. Présente. Pierre Bertrand. Présent. Marie-Isabelle Verdu est absente. Représenté par Giannerini. Et Philippe Grégoire. Et Sandra Thomas est absente. Représenté par Philippe Grégoire. Et Jean-Michel Moreau est absent, je crois. Il est représenté par Frédéric Orsini. Et Sandrine Albedel est absente. Représenté par Gérard Monfin. Et Éric Janerini, présent. Jean Demange. Représenté par Au départ, c'était pas celui-là que je devais représenter. Jean Demange Ça fait 3 fois que je change de nom. présent. Merci. Béatrice Michel. Gilles Durand. Corinne de Kayser. Frédéric Blanc est absent, me semble-t-il. Frédéric Blanc est représenté par Gilles Durand. D'accord, merci. Cathy Jane. Absent. Pour le moment. D'accord. Philippe Mioche. Absent. Valérie Malisco. Présente. Et Mireille Jouzon. Voilà. Christine Rocher. Présente. Gérard Morfin. Christine Gendron est absente. Béatrice Berenguer Elle va arriver avec un petit peu de retard. arrive un peu trop tard. Frédéric Orsini, présent. Gilbert Bougie, Présent. Gisèle Spigliani, Représenté par Gilbert Bougie. Stéphane Depeau et Karine Medina. Impeccable. Alors, maintenant que le quorum est bien atteint, on va pouvoir, les pouvoirs, ça c'est bon. Donc je déclare la séance ouverte. Et on va essayer de trouver une âme charitable qui voudrait bien nous faire secrétaire de séance. Vous bousculez pas, mais s'il y en a un, je pense que tout le monde sera tellement content qu'il sera élu à l'unanimité. Je me dévoue. Super Christine, on peut l'appeler Super Christine. Et donc Christine Boucher, et on va voter pour Christine Boucher, qui est contre, qui s'abstient. C'est bien l'unanimité. Le procès verbal, est-ce qu'on a des séances, le procès verbal adopté? On en a peut-être quelques-uns. On va les faire dans l'ordre d'apparition. Donc le procès verbal du 7 décembre 2017, qui est contre, 4, qui s'abstient, parfait. Le 30 novembre 2017, qui est contre, 4, qui s'abstient, parfait. Le 2 février, qui est contre, 4, qui s'abstient, parfait. Le 15 décembre, qui est contre, 4 qui s'abstient. Parfait. Alors, on peut peut-être commencer. Gilbert. Je vais prendre la parole sur CPV. Avez-vous lu CPV? Est-ce que quelqu'un a eu le temps de le lire? Ah. Je suis obligé encore une fois de dire que ça ne correspond pas à la définition légale des PV, monsieur le maire et l'ensemble des élus. Bon, Mélanie Telvol l'a dit une fois, notre DGS c'est un document important mais qui n'est pas contraignant. Mais il y a quand même des textes de loi qui l'encadrent, il y a des décisions, des arrêts du Conseil d'État qui ont recalé des maires et des PV parce qu'ils ne répondaient pas à la définition, je dirais, juridique d'un PV, tel que dans un PV, on doit trouver, pas mot à mot, mais les termes des débats, préalables aux délibérations, on doit trouver l'essentiel des opinions exprimées, et en particulier des opinions exprimées par l'opposition. Donc il y a un texte légal qui régit un petit peu ce document, et malheureusement, on aurait aimé voter pour ces PV, parce qu'après tout, un PV, ça
ça doit relayer tout simplement, exprimer ce qui a été dit hein, dans un conseil municipal précédent, mais ce n'est pas le cas. C'est pas le cas. Donc, j'attire votre attention, encore une fois, monsieur le maire, sur ce problème, et j'aimerais quand même que l'on parvienne à rédiger des PV qui soient dignes de ce nom, tel que le rappelle l'article L21, 21, 23 de notre code. Voilà. Et si cela n'est pas le cas hein, dans les jours et les mois à venir, bon, on saisira donc encore une fois les autorités supérieures et cette fois-ci la juridiction. Donc je le dis pour la dernière fois. Merci Gilbert pour ta remarque. Merci beaucoup. On peut passer maintenant à l'ordre du jour. Alors, première alors avant que vous n'avez pas voulu répondre à ce que je viens de dire, avant donc le début de ce conseil, j'avais donc une prise de parole à demander comme chaque fois. Je demande. Si tu veux, voilà, on va le faire maintenant si tu veux. Bon, il y a plusieurs points, donc avant qu'on attaque cet ordre du jour, il y a plusieurs points qui ont alerté, voire même perturbé le groupe d'opposition. Bon, je vais les énumérer. Alors, ces points nous inquiètent parce qu'elles sont, pour nous, le reflet d'une désorganisation de notre structure. On a l'impression de l'extérieur qu'on ne vit pas dans une organisation, mais bien dans une désorganisation. Bon, je vais énumérer pas mal d'exemples. Première chose, les convocations au conseil municipal. Bon, on reçoit un mail assez tôt, je dirais vers 16h, 17h. On aime bien lorsqu'il y a une régularité dans l'organisation et généralement, on descend voir notre boîte aux lettres et on trouve la convocation écrite, ce qui nous permet donc de commencer à travailler, à bûcher sur le conseil municipal. Or, bon, je suis descendu à plusieurs reprises, on est descendu à plusieurs reprises, et je suis tombé sur notre agent à 8h30, 9h moins quart du soir, bon, que j'ai salué gentiment, etc. Mais j'ai été surpris de voir un agent distribuer une convocation à 9h moins quart. Pourquoi? Parce que, un, c'est tard, et deux, bon, c'est un conseil qui est très petit, comme vous allez le voir, donc bon, il n'a pas peut-être nécessité trop de boulot en amont. Voilà, donc j'aimerais avoir une explication sur ce point qui est pour nous important. Et on aimerait donc pour les fois à venir que ces convocations voilà, tombent. Bon, je veux bien que vous nous convoquiez à la dernière minute le vendredi, 5 jours ouvrés, etc. Mais au moins dans l'après-midi, ou voilà, en fin d'après-midi, parce que bon, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de personnes qui descendent voir leur boîte aux lettres à 10h du soir pour avoir la convocation. Alors, deuxième point, bon, j'ai remarqué qu'il y a des publications qui sont effectuées par notre responsable com, Chloé, et parfois je constate qu'il y a des articles qui ne sont pas publiés, c'est-à-dire qu'elle fait une revue de presse. Et cette semaine, par exemple, il y a un article qu'elle n'a pas relayé. Bon, j'ai été surpris. Comment on choisit les articles qu'on relaie aux élus? Est-ce qu'il y a un critère de choix? Il y a eu un article, d'ailleurs, où j'ai appris malheureusement la disparition d'une association, l'ULM. Et je suis abonné à La Provence, je l'ai lu dans La Provence, mais je n'ai pas eu le plaisir de le voir et de l'enregistrer sur mon disque dur. Donc j'aimerais avoir une explication sur quel article on choisit pour les envoyer aux élus. Est-ce qu'il y a une sélection qui est faite en amont? J'aimerais avoir une explication là-dessus. Troisième point, bon, le BIM. J'ai lu le BIM, j'ai relu le BIM et je l'ai lu tout à l'heure. Dans le BIM, il y a énormément d'erreurs. Ce n'est pas des erreurs de frappe, c'est des erreurs de fond. Des erreurs, il y a des confusions, il y a des passages qui ne sont pas clairs. Bon, j'ai lu des remontées d'informations, mais j'ai moi-même constaté, bon, j'ai fait une liste de l'ensemble des erreurs qu'il y a dans le BIM. Je trouve franchement bon, qu'un journal municipal, il doit être vraiment l'exemple de la diffusion de l'information et de la communication qui est claire. Réunion publique annoncée pour le stade le 2 février, bon, page 21.
ça n'a jamais eu lieu. Les fouilles devraient durer 2 mois. On ne sait pas quand est-ce que les fouilles vont commencer. Les inondations de Mérargues en 97, bon, les inondations de Mérargues, c'est entre le 22/9/93 et 24/9/93. Or là c'est un peu grave. L'instruction des permis et des autorisations d'urbanisme resteront de la compétence du maire, page 7. Bon, je ne comprends pas pourquoi vous nous avez fait voter une convention avec la métropole où on s'engage à payer 100 €, 120 € ou 80 € toutes les fois où une construit des permis. Et nous avions débattu de ce point. On a voulu avoir des informations. Vous avez dit, bon, il faut impérativement que ça soit transféré à la métropole. Et là, dans le BIM, vous dites à la population que c'est le maire qui le fait. Alors, pire encore, les travaux Grand Vallat, Frédéric Mistral, là, je fais référence à l'article de la Provence du 26 janvier, où vous annoncez, vous définissez les travaux avec des dates, etc., le rouge, le jaune, bon, quelque chose de bien fait dans la Provence. Je pense que c'est quand même vous qui avez passé ces informations. Et lorsque je lis le BIM, je ne trouve pas du tout ni les mêmes dates, ni les mêmes tranches de travaux. Il y a même des contradictions, pour ne pas dire des paradoxes. Alors, quant à l'avenue de la République, alors là, on n'a rien compris. Les travaux s'arrêtent là où ils se trouvent actuellement. On les reprendra en octobre 2018, entre octobre 2018 et octobre 2019, devant les commerces. Donc, le morceau qui est entre les deux, bon, on n'en parle pas. Et bon, pas de réunion publique annoncée. C'est la première fois que dans le BIM, je ne vois pas de réunion publique au mois d'avril annoncée. Et pour finir, des confusions, beaucoup de confusions sur les attributions de délégation à la page 4, où je ne vois pas de délégation finance et je ne vois pas de délégation petite enfance. Bon, je ne vais pas parler d'autres délégations, ils ne sont peut-être pas, disons, votre priorité, mais il y a quand même ici 2 délégations d'une grande importance, les finances et petite enfance. Voilà, bon, elles ont disparu. Alors quand je regarde les délégations de la mandature précédente, j'avais des interlocuteurs en finance et petite enfance, mais là, il n'y en a plus. Il n'y en a plus et c'est quelque chose, encore une fois, de gênant. Un autre point, monsieur le maire, cher Fabrice, bon, je t'envoie des lettres, tu ne réponds pas. Bon, si tu veux, j'envoie plus de lettres, il n'y a pas de problème, hein, mais j'envoie des lettres, tu ne me réponds pas. La moindre des choses, c'est de respecter en tant que maire, de me respecter en tant que conseiller municipal. Lorsque je m'adresse à toi par courrier ou par mail, la moindre des choses, c'est de me répondre. Si tu ne veux pas me répondre, ou tu ne veux pas ouvrir les sujets que je désire ouvrir et soulever avec toi, bon, tu me le dis, j'adresse plus des lettres et je passerai par d'autres moyens, peut-être plus réglementaires. Mais j'aimerais quand même que l'on puisse échanger lorsqu'on envoie des lettres, que vous puissiez, dans toutes les mairies, l'opposition envoie des lettres, on reçoit des réponses, alors là, il n'y a plus de réponses. Et pour finir, quelque chose je voudrais évoquer en conseil municipal devant vous tous, quelque chose qui est gênant, voire même blessant pour nous, c'est le décès de la maman de notre agent, Fabrice Herbin, notre ami. Je ne comprends pas pourquoi, pour le décès de Madame Herbin, la maman de Fabrice, nous n'avons pas été tenus au courant. Voilà. J'aimerais que vous puissiez me répondre, et je m'adresse à vous tous, est-ce que, devant la mort, il y a une différence entre la majorité et le groupe d'opposition? Si pour vous, c'est le cas, il faut nous le dire. Alors, on reçoit quelques jours plus tard un carton de remerciement. Bon, je ne vous cache pas qu'on a appris entre-temps le décès de la maman de Fabrice. Bon, ce n'est pas Fabrice qui nous l'a dit, parce que Fabrice est parti. Mais je ne comprends pas pourquoi, comme ça, soudainement, alors que généralement, pour tous les décès, nous sommes informés. Et, bon, nous venons contribuer, s'il y a une enveloppe qui a été ouverte, on va aux enterrements, on écrit aux parents du défunt. Bon, là, on a été balayé du revers de la main. Pourquoi? Qui a fait le mail? Est-ce qu'il y a eu un mail qui a circulé?
Et j'aimerais avoir franchement une explication qui soit très claire sur ce sujet, parce qu'encore une fois, ça dépasse le caractère administratif du conseil municipal ou politique, etc. Là, c'est vraiment un sujet humain. Voilà. Et pour nous, c'est blessant que l'institution dans laquelle on siège depuis 4 ans ne nous informe pas du décès de la maman d'un de nos agents. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Très bien. Alors, en ce qui concerne le premier point, tu évoquais le point de la convocation. Normalement, vous êtes les seuls, les 4, à recevoir le conseil municipal, normalement en mail et en papier tiré. Tous les autres conseillers le reçoivent en dématérialisé. Ça veut dire que le plus souvent, Eric l'envoie le vendredi autour de 16h30, donc vous avez la possibilité, en lisant vos mails, de pouvoir tout à fait consulter vos pièces du conseil municipal qui arrivent dans vos boîtes aux lettres en double, donc support papier, généralement autour de peut-être 18h. Ce jour-là, c'est vrai que la police municipale a dû faire une intervention à ma demande et qui leur a pris beaucoup plus de temps. Et ils se sont engagés à la fin de cette intervention à se rendre à vos domiciles, alors pas à 18h mais à 20h, c'est vrai, pour honorer la parole qu'ils avaient donnée et que nous avons donnée, de vous donner à vous les deux supports, c'est-à-dire le mail et le papier. Donc voilà, donc quand vous voulez étudier le point du conseil municipal, vous regardez vos mails, c'est ce que vous devez faire, vous devez pouvoir les étudier. Si le support papier arrive 2 heures après, exceptionnellement une fois, parce que les policiers municipaux étaient engagés par ailleurs sur une autre mission, je ne pense pas que ça soit très grave et je m'en excuse si ça vous a un petit peu perturbé de devoir travailler sur l'ordinateur et pas tout de suite sur le papier. Voilà. Et de mémoire, ça n'a pas dû arriver souvent. Depuis 4 ans, généralement, l'APM doit les distribuer souvent avant 18h. Bon, c'est peut-être arrivé une fois, donc je ne pense pas que ça soit un truc terrible. En ce qui concerne les articles de la Provence, il n'y a aucun filtre qui est fait. Des articles peuvent être mis au niveau des élus à la connaissance. Des articles peuvent sauter. Moi, je me souviens que pour la Provence, l'article qu'ils avaient produit sur les vœux, c'était la photo des nouveaux arrivants. Donc, on arrive, une erreur. Ils l'ont modifié en faisant un autre article. Donc je pense qu'il n'y a pas de filtre du tout et que si vous n'avez pas reçu celle-là, elle suivra. Peut-être Fabienne va compléter. Oui, je voulais juste vous demander la date de l'apparition de cet article. Parce que ça, c'est cette semaine. Parce que Chloé était absente le lundi, donc en fait, si c'est paru le lundi, effectivement, elle n'a pas fait la Le revue de presse. lundi, je ne sais pas. Non, on est jeudi. Non, parce que ce qui m'avait surpris, c'est qu'elle avait, il me semble, hein, mais je ne me rappelle plus, elle avait envoyé une revue un mail, non pas une revue, elle avait envoyé une invite pour le forum énergie renouvelable de vendredi. Mais elle n'a peut-être pas envoyé lundi. Non, c'est... Et l'article est peut-être arrivé. Non, le jour même, le jour J. C'est ce qui m'avait... Quoi qu'il en soit, on lui demandera. C'est ce qui m'avait d'ailleurs perturbé. Il n'y a pas de... Il ne faut pas en être perturbé, il n'y a pas de filtre spécifiquement qui est fait par rapport à aucun article. Et généralement, d'ailleurs, c'est plutôt bien qu'elle relaie, pour ceux qui ne sont pas abonnés comme toi, Gilbert, à la Provence, les articles de la Provence. Comme ça, tout le monde les a abonnés et non abonnés. C'est ce qu'on fait souvent, généralement. Elle n'a aucun filtre particulier là-dessus, puisque c'est du public. La Provence, je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas dans les boîtes. Elle ne filtre pas. Alors après, il peut y avoir un article qui soit passé à travers, ou deux, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que du coup, la suite de la question, en tout cas c'est ce qui m'intéresse, est-ce qu'on peut du coup lui faire passer l'information en disant tiens Chloé, on a vu ça, est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire diffuser? Vous pouvez lui envoyer un mail demain en lui disant il nous manque un article, ben oui, vous le faites directement. Oui, voilà. Elle est élue, et elle est agent. On est surpris, on n'a pas eu l'article qui est apparu dans nos boîtes. Est-ce que par hasard il y a eu un dysfonctionnement ou pas? Et elle veillera certainement à vous le renvoyer, elle doit l'avoir quelque part. Mais admettons, celui-ci c'est pas grave, mais ce que je veux dire c'est que du coup si jamais de temps en temps on voit quelque chose, est-ce qu'on a le droit en fait d'appeler le Chloé et de dire tiens, il y a un article qui paraît intéressant, ça serait peut-être sympa que tu le fasses passer. Sur la Provence? Oui. Pas. Hein? Il faudrait qu'elle envoie le tout. Il faut qu'elle envoie toutes les publications. Dans ce cas-là, des articles concernant Mérable, généralement. Oui, concernant Mérable. La Provence, elle est matérialisée. On parle de Mérable. Pas les abonnés. En tout cas, je pense que l'ULM, c'est la Mérable. Oui, tout à fait. oui, ça peut nous permettre de... Alors, au niveau de l'association des ULM, elle existe toujours. Le terrain, ils étaient chez moi. Il n'y a pas de convention qui a été signée, contrairement à ce qu'ils disent.
si tu as vu une convention signée, on la met. Voilà. Et après, il se tarde de dire que pratiquement il va donner une indemnité s'il marque la somme sur le journal. Je l'ai lu rapidement l'article, oui. Et ça fait en principe, en frais fixe, j'ai le double de ce qu'il me donne. Alors je suis gentil, j'ai donné le doigt, il m'a mangé le bras. Alors il est arrivé un moment il fallait que ça s'arrête, il valait mieux. En plus, une convention, moi j'ai discuté quand même, il croyait que je suis le paysanage, je me suis renseigné, et s'il y avait un problème, un avion qui se crache, un petit avion ULM, c'est ULM, parce qu'après il venait des gros quand même, des hélicos, des avions plus gros que les ULM. S'il se crache, lui peut-être il allait en prison, mais moi j'étais mal aussi. Alors j'ai dit, bon, j'ai une famille, j'arrive à 60 ans, j'ai dit, il vaut mieux arrêter. Après il raconte ce qu'il veut, mais l'association, elle est toujours en vie. Le moniteur, il est sur le puits Sainte-Parade, et la Mérard, chez moi, il ne vole plus. Voilà, tu as une information encore plus précise Merci que la Provence. pour l'information. Alors, au niveau du BIM, rapidement, une date du 2 février qui est une coquille s'est glissée, on s'en est aperçu. Cette heure et date, elle avait été bloquée parce qu'il faut retenir la salle bien en amont. Et on avait retenu il y a 3-4 mois. Les choses n'ont pas avancé aussi vite que prévu, donc il n'y avait plus de réunion. Et donc du coup, par contre, malheureusement, dans le BIM, on avait noté de ne pas oublier justement des dates, et on n'avait pas oublié de barrer celle-ci qui n'était plus confirmée. Voilà, donc c'est une confirmation qui a été oubliée, ça arrive, hein, mais on est humain, et le BIM on le fait avec les élus, nous-mêmes, on essaie d'y mettre notre cœur et notre énergie. Et en effet, on peut oublier de barrer une date et on l'a mise. Bon, encore une fois, on n'a pas mis en péril la commune par ce genre de choses. En ce qui concerne les inondations, on a erreur de frappe 97, tout le monde sait que c'est 93. C'est bien plus pas, mais un maximal coupage. J'ai pas relu tout, j'ai relu en travers. On a pour ceux qui font une partie de commission de lecture, des choses nous échappent, des fautes d'orthographe, ça peut arriver. Un 3 en 7 ou un 7 en 3, ça peut arriver. C'est notre faute, tu as raison, c'est notre faute. On s'est trompé de date, on sait tous que l'inondation c'était 93. Donc c'est réparé et pour les prochaines fois. Les fouilles, ben, la durée devrait être de 2 mois et elle devrait être entre la période de mars et d'avril. Ça se passe plutôt bien pour l'instant parce que on a eu 5 réponses, que les 5 réponses ce sont des entreprises sérieuses qui ont répondu et que dans le protocole on doit remettre ces 5 réponses à l'OSRA, c'est-à-dire le service de recherche archéologique, qui, notre demande, est en train d'étudier la valeur scientifique de ces réponses pour nous réorienter. Si par hasard dans les 7 candidats, un candidat n'avait pas une note scientifique cohérente, vous conseillerez de l'écarter. Voilà. Nous, on suivra de toute façon les recommandations, bien entendu, du SRA, au niveau, bien entendu, de l'aspect scientifique de la chose, puisqu'elle ne regarde pas du tout l'aspect financier. Voilà. Et donc, du coup, on avait décidé de ne pas mettre de date exacte, parce que si on a un petit retard pour une raison directe, c'est pas mars, en avril, on va dire, vous avez mis dans le mars, c'était avril. Donc, là, on a mis autour d'eux, ou à peu près. Et en ce qui concerne ces fouilles, ça devrait être 2 mois, parce que c'est ce qu'il y avait dans le cahier des charges et c'est ce que le diagnostic avait laissé pressentir. Bon, imaginons qu'on trouve quelque chose qu'on n'a pas vu dans le diagnostic, ça va plus de mois. Voilà. Bon, après le cahier des charges est peut-être modifié. Voilà. Donc ça devrait être 2 mois et ça devrait être autour de mars-avril. Voilà. Au niveau des travaux, ben, c'est Pierre qui va te donner les informations pour que tu sois très clair dans ta tête au niveau des travaux de République, Frédéric Mistral, Grand Valin, pour savoir un petit peu où ça en est et comment ça se calme. J'aimerais que ça soit, pour qu'on réponde à ce que j'ai dit, j'aimerais que ça soit clair dans le BIM. Pas clair pour moi, parce que moi je vais à Mérard, je le vois. Mais on va te répondre, si tu nous comprends pas, c'est Gilbert. Parce que sur les fouilles, c'est toujours pas clair. Comment on peut annoncer 2 mois alors qu'on n'est pas sûr et ne pas mettre la date des charges de c'est 2 mois, et dans le diagnostic, c'est 2 mois. On n'est pas sûr dans les 2 cas. Dans les 2 cas, on n'est pas sûr. C'est pour ça que c'est un diagnostic. Voilà. Alors après, moi je peux comprendre, Gilbert, que ça t'embête au fait des travaux. Parce qu'en fait, on avance, et comme on avance, ça te la fout mal. Parce que j'ai l'impression, bien sûr, chaque fois qu'on avance sur des travaux, je demande à ce qu'on mette des informations, c'est tout. Je te donne des réponses, Gilbert, je te donne des réponses et tu nous coupes dans les formes de réponses. On s'est tombé d'un 3 sur un 7, ok. D'accord. On n'a pas envoyé l'article alors qu'on les envoie systématiquement, ok, d'accord. Bon.
Moi, je veux bien qu'on passe 3 heures sur des trucs comme ça, mais je ne sais pas si c'est ce qui intéresse le plus les maires argués. Maintenant, puisque tu mets le spot sur ces genres de points, on te répond avec plaisir, on le fait. Mais ne nous interromps pas et on ira jusqu'au bout. Voilà, j'ai levé la main pour S'il te plaît. reprendre la parole. Non, mais tu l'as pas eu. Et tu l'as pas eu. Voilà, je répondrai à la fin. Moi, Gilbert, je vais juste te répondre sur ta remarque que j'avais notée donc, sur la République. Dans le dernier BIM que j'ai sous les yeux, en aucun cas il est fait allusion donc, au phasage 1, 2, 3, 4. Il est simplement stipulé le tronçon de la phase 1 qui est en cours de réalisation, et je l'ai sous les yeux. On annonce des fins de travaux février 2018, ce qui va être le cas. Et on souligne le financement de cette opération et on stipule également que jusqu'à la fin du chantier, c'est-à-dire la fin février, l'arrêt de bus près de ville ne sera pas desservi. Donc là, tu faisais une remarque qui pour moi n'est pas justifiée dans ce BIM-là, puisqu'en aucun cas, on a dit qu'on prioriserait soit la deuxième phase qui serait de la montée du château jusqu'au monument aux morts, ou celle qui serait du monument aux morts jusqu'au carrefour Cour des Alpes, Couronne, en face le bar et la pharmacie. Donc voilà, sur cette remarque-là, pour moi, elle est erronée puisque ce n'est pas ce qui a marqué dans le BIM. Bon, je me permets de répondre. Je n'ai jamais parlé du BIM en ce qui concerne l'avenue de la République, mais j'ai parlé de l'article dans la Provence du vendredi 26 janvier. Tu l'as associé au BIM aussi. Écoutez mes questions avant de répondre. Parce que si vous n'écoutez pas les questions, vous ne pouvez pas répondre. Vous allez répondre toujours à côté de... On verra si tu l'as associé au BIM. Tu as dit on ne comprend plus rien, y compris dans le BIM. Mais on verra, Je voudrais intervenir. Donc je peux finir oui, mon intervention. non, mais d'abord, parce que j'ai effectivement noté, quand vous avez parlé du BIM, vous avez marqué aussi les travaux concernant la République. Je l'ai noté. Frédéric Mistral et la République. Frédéric Mistral et Vala, les dates ne correspondent pas. Et dans l'article, encore une fois, du vendredi 26 janvier, tu le regarderas, je l'ai, si tu veux, j'ai entendu le journal, je t'ai répondu pour le BIM. Donc, j'ai quand même soulevé une question. La Provence, elle fait un beau truc avec des couleurs, c'est très clair, etc. Qui donne les informations? Alors, les informations, mais je vais te répondre également. Les informations, c'est la commune au travers du service métropole en collaboration avec la commune et l'entreprise qui a été concernée par ces travaux. Et il faut savoir, Gilbert, que rien n'est figé. Quand on a fait l'article dans la Provence, on nous demande d'anticiper. Tu nous as reproché parfois, ah mais on est au courant au dernier moment. Donc on a dit on fera des efforts, on anticipera. Et j'avais souligné à l'époque, effectivement, on peut être tributaire d'une part de la météo, d'autre part, sûrement des intempéries, d'autre part des conditions par rapport à certains fils de l'eau que nous avons sur le chantier au niveau des réseaux ou autres, des petits problèmes de ce style-là. Et on s'adapte, et effectivement, on a fait la correction, on a dans le BIM spécifié exactement ce qu'il en est se passer, et si tu lis bien aussi le BIM, alors on essaye de faire des efforts d'anticiper dans tous les domaines, et justement pour pas qu'il y ait de soucis, dans le dernier BIM, si tu as bien lu, on notifie en rouge, si des intempéries survenaient, vous seriez rapidement informé des modifications des dates concernant les déviations qui sont à ce jour programmées. Donc effectivement, on n'est pas parfait on ne peut pas commander la météo, on ne peut pas commander les imprévus, et à ce titre-là, il y a des petites modifications, et on essaye d'anticiper. Alors quand il y a des rectificatifs, on essaye aussi de les faire, soit par le tableau numérique, soit par le BIM. Voilà. Moi j'estime que la réponse est très claire. Est-ce que la Provence annonce des dates qui sont vraies, ou des dates qui sont fausses, ou des dates qui sont... C'est ça que vous voulez savoir. Donc vous approuvez ce qui a été dit dans... Quand on les a mis, elles étaient à l'ordre du jour. Après, il y a un service de car aussi à respecter. On a des consignes de la métropole pour les bus par rapport à certains transits. Et effectivement, il y a des modifications. Donc moi je trouve que, ta remarque, on essaye d'y répondre, mais quand tu dis que tu n'as pas parlé du BIM, c'est faux. Voilà. Bien sûr que j'ai parlé du BIM, pas pour la République. On ne va pas polémiquer là-dessus. Moi je te réponds, c'est bon. Pour République, nous avons des travaux qui ont démarré fin 2017, qui sont quasiment terminés puisque les bordures pierres ont été posées, les places ont été créées, le mur a été bâti, et on va attaquer les bétons désactivés. On devrait terminer dans 15 jours, je pense, et on a terminé aussi le tapis avec le plateau traversant. À partir de là, je pense que les bétons désactivés qui vont être livrés par Eurovia le seront en même temps que les bétons désactivés que l'on met
pour finir la date devant la poste. On a enfin reçu des pierres qui devraient être mises en place par le marbrier et l'entreprise au niveau de la place de la poste, et ces mêmes bétons désactivés devraient être aussi posés au niveau de Frédéric Mistral. Là, on est dans les temps, il y aura un arrêt du chantier, et de février à octobre, on ne travaille que sur Frédéric Mistral Grandvala, dans la mesure où on ne veut pas couper toutes les voies en même temps. C'est déjà compliqué. Vous savez qu'on fait des gros travaux d'extension de réseau au niveau du chemin et de Coudou-Rousse. Donc pour l'instant, on est à peu près dans les délais annoncés. Pour Frédéric Mistral, on devrait libérer l'espace dans le mois de mars. Normalement, on est à peu près dans le fin mars, début avril. On est d'à peu près dans le délai. Et donc, du coup, on attaquera la partie qui va du rond-point du Grandvala jusqu'au rond-point de Stéphane de Pau. Voilà. Donc, ça, on est à peu près dans les délais. C'est le nouveau panneau. Voilà, c'est le nouveau panneau. On a animé. Et donc, du coup, on ira jusque chez toi. Et bien entendu, on fera aussi pas loin de chez toi. On s'arrête un peu devant, tu as raison. Voilà. Bon, ensuite, en ce qui concerne les instructions, bon, on a un service instructeur qui est pour l'instant un service externalisé. Et les instructions, ben, elles se font en relation avec toujours la commune, et de mémoire, parce que les permis sont toujours signés par la Junte à l'urbanisme, voilà, de Mérard, et voilà. Donc, par contre, l'instruction elle-même, les techniciens ne sont plus le département depuis longtemps, et c'est un service de la métropole à qui on a délégué ça et que l'on fait. Voilà. C'est passé tout dans le. Alors, il ne faut pas confondre instruction et service instructeur. Voilà, c'est pas la même chose, c'est ce qu'on voulait dire. Alors peut-être que la phrase n'est pas bien tournée dans le film, simplement l'instruction c'est une chose et le service instructeur c'en est une autre. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne le courrier, la dernière lettre, je l'ai signée ce matin. Tu avais une question, je crois, sur la médiathèque. Et je te répondais que dans la médiathèque, on avait une entreprise de peinture, donc tu pourras lire le courrier, et que cette entreprise de peinture nous a fait défaut. Donc on a utilisé les procédures classiques en vigueur, en la rappelant, le machin, il fait envoyer un courrier en disant qu'elle n'a pas fini son travail, dont acte. On a une retenue de garantie, je crois, qu'on ne va pas lui donner, et on va faire des travaux nous-mêmes et se payer sur cette retenue de garantie. C'est comme ça qu'on procède, et on a décidé de faire ça. Et en attendant, il ne nous semblait pas de bon ton de ne pas lui demander de faire ce pourquoi elle s'était engagée. Elle ne le fait pas, elle n'a pas eu l'argent, on va le faire nous, et on ne lui donnera pas l'argent. Voilà. Le décès de Madame Herbel, c'est ça, je pense que c'est aussi Madame Herbel. Ben, voilà. Contact, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de volonté d'écarter qui que ce soit. La preuve en est, c'est que vous recevez le carton de remerciement. Et bon, je pense que ça s'est fait de façon un petit peu soudaine, précipitée. Je sais que Fabrice, moi je l'ai appris alors qu'il était déjà parti. Il est parti en urgence alors qu'il venait de l'avoir quelques semaines avant. Il a dû aller chercher ses... Non mais pourquoi vous m'avez pas dit que madame... Non, 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 mais réponds à ma question. Je ne veux pas me dire ce que tu as fait avec Fabrice. Dis-moi pourquoi tu ne m'as pas dit que madame Herbin... Je te parle d'un caractère d'urgence qui fait que dans les mails, peut-être que vous avez été dis-nous pourquoi on n'a pas été informé. Je te parle d'un caractère d'urgence qui fait que vous n'avez pas eu peut-être le mail. J'ai toujours pas su pourquoi on n'a pas été informé. Je ne le sais pas, c'est pas moi qui ai envoyé les mails. Je ne le sais pas, c'est pas moi qui ai envoyé les mails. Pourquoi pour les autres décès, on le sait, pour ce décès, on l'a pas su. Ce qui prouve bien que personne n'est parfait et que quelquefois... Il y a trop d'erreurs. C'est bien pour ça que je parle de désorganisation et pas d'organisation. Maintenant, je pense qu'on peut passer à l'ordre du jour et on va pouvoir aborder les questions de Mireille. Je voulais juste dire que si je n'ai pas eu, je crois, raison de plus. Mais je sais comment fonctionne une collectivité telle qu'une ville, et c'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours, on ne pense pas toujours à tout, et que par contre on a eu un mail ensuite qui faisait allusion à ça. De toute façon, les obsèques, je pense qu'ils ne se sont pas passés ici. C'était dans le Nord, je crois. Donc déjà, pas de regret là-dessus, Monsieur Bougie. Je ne pense pas que vous y seriez allé. Et ça n'empêche pas de présenter nos condoléances à M. Herbin, malheureusement, même si c'est un petit peu plus tard. Voilà, moi, en tout cas, c'est la façon dont j'ai réagi quand j'ai vu ce mail qui parlait de ce décès. Et je présenterai mes condoléances à la 7 semaines.
Parfait. Encore excuse-nous, Mireille, de t'avoir toi souligné, mais il n'y avait rien de volontaire, tu le sais. Alors, on va parler peut-être maintenant du conseil municipal et de la première délibération, qui est en fait la délibération qui est un petit peu celle qui nous oblige à nous réunir aujourd'hui, mais qui est une délib importante. Pierre va peut-être nous en parler. On avait pris une délibération un petit peu équivalente au conseil municipal précédent, c'est-à-dire qu'on va s'autoriser à régler des travaux avant de voter le budget que l'on vote autour du 12 avril. Je pense que ça sera, si c'est jeudi, ça devrait être le 12 avril. Alors attention, hein, on n'écrit pas la date ni sur le billet sur la Provence. Je dis le 12 avril, c'est entre peut-être le 12 et le 15. De mémoire, c'est le 12 parce que c'est un jeudi. Voilà, je vous donne la date à l'avance pour que vous puissiez un peu prévoir, mais c'est peut-être pas le 12 à confirmer. Voilà. Et donc, du coup, comme la dernière fois, on a mis des travaux en face avec des sommes. Bien entendu, on a quand même vérifié cette fois-ci qu'on ne se trompe pas dans les additions, puisque Gilbert nous avait fait remontrer à juste titre qu'il y avait une erreur dans l'addition du tableau du conseil municipal de janvier. Donc j'espère que cette fois-ci, on n'a pas de coquilles. Et Pierre va vous faire un petit peu rapidement la présentation de ces quelques travaux pour que vous puissiez en prendre connaissance. Et puis si par ailleurs vous avez des questions spécifiques, on y répondra du mieux que nous pouvons, bien volontiers. Pierre, voilà, bon, comme vous disiez Fabrice, vous voyez en préambule notifié donc, la dépense globale. Je vais brosser un petit peu tous les articles sur lesquels j'ai travaillé avec Karine Maria, notre comptable. Voilà, donc le montant global sera de 80 150,38 €. C'est un quart de budget, puisqu'on a voté une autorisation pour amputer le quart du budget, ce qui nous est autorisé par la loi, en janvier, et on était à 600 et quelques mille euros. Et aujourd'hui, on va ajouter les 80 000 €, donc ce qui fera 708 732,38 € sous le couvercle du calcul donc, de Karine Maria et du DGS qui a toujours contrôlé, soit donc, un montant qui est inférieur au quart du budget autorisé sur l'exercice de 913 648 €. Voilà, ça c'était le préambule. Alors, pour brosser un petit peu les différents travaux, on essaye d'anticiper et de ne pas s'arrêter, surtout quand il s'agit de l'investissement, puisque vous savez que c'est bien un quart, le parti qu'on peut imputer au quart du budget autorisé. Sur la partie investissement, bien évidemment, le fonctionnement continue à tourner. Alors nous avons les subventions concernant les opérations façade, donc Sandra en aurait parlé mieux que moi, mais elle n'est pas là, je vais le faire. Donc là vous avez le montant, il y a même le nom de la personne donc, qui a fait sa demande, et aujourd'hui la commune doit, au titre de la participation, bien évidemment avoir une somme à côté de cette demande-là. Donc il y en a deux. La première, c'est, non, je ne cite pas, la première, vous la voyez, elle est d'un montant de 4 500 €, et la deuxième est d'un montant de 5 380 €. On continue donc pour des travaux qu'il faut effectuer concernant l'infection des poubelles sur le chemin de Romaga, il y en a plusieurs d'ailleurs, pour un montant de 6 900 €. En ce qui concerne les télécommandes, pardon, pour le portail automatique d'école primaire, alors Fabrice, tu peux en toucher deux mots si tu veux, ou je continue. C'est-à-dire c'est une demande du chef de service qui souhaitait avoir plusieurs télécommandes par rapport à la contrainte que cela suppose tous les jours pour certaines personnes de manipuler ce portail, même s'il y a un digicode. Alors, on les a mis au budget, on va voir un petit peu si tout cela peut fonctionner pour répondre positivement à la responsable de ce service, et qui a eu des demandes sûrement de ses agents. Et bon, je pense que c'est quelque chose qu'on a inscrit parce qu'on va y travailler dessus. Et en tout état de cause, je pense qu'on en prendra. Bon, pas la totalité, mais on en prendra. Après, je vais laisser peut-être Philippe vous parler un petit peu des ruches rapidement pour ce montant de 1 341 €. C'est une commande des essais dans le projet d'installation de 9 ruches dans le parc du château. Donc, il faut préparer cette commande donc, qui sera certainement livrée courant du mois de mai, plus tard fin mai, je pense, et qui sera installée. On a travaillé avec Sandrine Andedel. Il y a le côté pédagogique, on a
les écoles, le grand site à Sainte-Victoire aussi qui nous aide dans ce projet pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant et qui soit cohérent. Et nous avons aussi un apiculteur amateur qui est sur Mérargues, qui s'est proposé de venir faire le suivi journalier, je dirais, de ces ruches. Donc voilà, c'est un beau projet qui prend forme. Et puis le montant qui est là, c'est une participation, c'est déjà le montant final. Ça, c'est le montant des essais. C'est 9 essais. Sachant qu'on avait déjà acheté les 9 ruches, qui avaient été décorées par les écoles, donc elles sont en attente d'être installées, avec tout le matériel qui est adéquat pour pouvoir utiliser ces ruches et s'en approcher, que ce soit des combinaisons, tout le matériel possible. Il ne restait plus qu'à commander ces fameux essais, là, chose faite aujourd'hui. Mis en place vers mai. Et elles seront mises en place, je pense que vers mi-mai. Très bien, merci Philippe. Donc, après un ordinateur pour le centre de loisirs, peut-être Eric, tu peux nous faire une petite précision là-dessus. C'est un ordinateur. Juste un petit point que je voulais préciser, c'est que vous voyez un prix d'un ordinateur à 465 €. C'est un ordinateur qui est adapté aux besoins de la JAP. Ne soyez pas étonnés si par la suite vous voyez des ordinateurs qui dépassent les 1000 €. Suivant les besoins, on adapte donc le type de machine. Voilà, c'est tout ce que je voulais ajouter. On continue donc avec une amélioration conséquente, puisqu'on est toujours dans la transition énergétique, c'est le remplacement de 4 lanternes anciennes au profit d'un système beaucoup plus, moins énergivore, du LED, avec un système qui est à l'intérieur de la crosse, bien sûr, qui est beaucoup plus performant et qui, les 4 lanternes représentent un montant de 3 650 €. En ce qui concerne l'article suivant, c'est la rénovation des WC PMR pour le jeu de boules, c'est de qui rentre dans le cadre de l'agenda pour une personne en mobilité réduite, d'accessibilité programmée. 3 045 €. Donc c'était une demande aussi de l'association et des différentes associations qui utilisent ces locaux. En ce qui concerne Orange, l'affouissement du réseau de la République, c'est du France Télécom. Donc là, nous avons au niveau du secteur République, en fin de République, nous avions des poteaux qui étaient en bordure, donc des trottoirs et des différents enrobés que nous faisions pour justement ce raménagement d'entrée de ville. Et nous sommes rendus compte qu'il y avait des problématiques sur ces poteaux France Télécom, et en relation avec Orange, bien sûr, qui est venu constater, nous avons pu nous positionner une partie des fourreaux, et là, aujourd'hui, c'est pour que nous puissions accomplir mettre en forme le câblage pour on puisse enlever les poteaux, voilà, parce qu'on ne va pas pouvoir faire les poteaux et les enrober en même temps. Voilà. Oui. Sur le projet, c'était pas prévu. De quoi? Pour les travaux, Orange n'était pas prévu. Mais non, mais ça, c'est justement, c'est à part. C'est pas dans nous, si on demande de le mettre ici, c'était pas prévu. Non, c'est une dépense. C'est pour ça que c'est une dépense nouvelle qui rentre dans le cadre du budget. L'étude au départ n'était pas compte. Non, c'est que la problématique, c'est les poteaux ainsi. Tu vois, ces poteaux, ils sont en limite de caniveau et ça pose problème. Donc, oui, peut-être ça peut être pris en compte. Vu le projet, on voyait bien, il faut le positionner. Non, parce que non. En fait, on est allé un peu plus loin que ce qui a été décidé dans le projet. Et il y a 2 poteaux. On a vu l'opportunité de pouvoir se caler sur les trottoirs et de pouvoir enfouir par rapport à l'arrêt de bus ces 2 poteaux-là. En fait, on n'était pas censé aller jusque-là et on est allé un peu plus loin parce que, à la fois dans le chantier, on s'est aperçu avec la métropole qu'ils étaient d'accord pour qu'on puisse faire l'arrêt de bus et qu'eux paieraient cette partie-là. Donc on s'est calé avec eux et on a dit à ce moment-là, puisque l'arrêt de bus qui était prévu après avec la métropole, vous le faites en même temps que nous et vous paierez directement Eurovia, avec les prescriptions de hauteur de quai, des choses comme ça. Eurovia est en train d'analyser, c'est pour ça qu'elle est allée un peu plus loin. Donc on a dit aussi aller un peu plus loin en face. Et à ce moment-là, on s'est retrouvé face à ces 2 poteaux où on a dit, ça serait quand même dommage de laisser ces trucs en aérien. Donc profitons-en, parce que le coût est moindre, c'est une opportunité pour les planquer directement. Et du coup, on a profité de tirer les réseaux,
les fourreaux, pardon, j'y arrive. Et donc du coup, ensuite on a amené les trottoirs par-dessus avec les bordures. C'était quelque chose en effet qui n'était pas prévu, qui n'était pas dans le périmètre et qui s'est un petit peu agrandi avec une opportunité. Non, c'est bien, je pose des questions. C'est normal. Voilà, bien sûr. On essaie d'y répondre au mieux. Fourniture et postes de chauffe-eau dans la salle des fêtes, les salles d'association, salles des mobiliers. Donc on a des problèmes sur le chauffe-eau donc pour les acteurs qui viennent prendre leur douche, notamment en ce qui concerne la salle des fêtes. Donc il est déficient ce chauffe-eau. Donc on a fait faire une expertise, puis bon, il faut le changer. On a des problèmes sanitaires aussi en ce qui concerne la salle des Oliviers. Bon, tout ça c'est suite à des remarques assez importantes et surtout des difficultés au niveau de la gestion aujourd'hui. Donc on essaye de répondre au plus rapide et que ça tienne jusqu'à avril, c'était pas le but, donc on l'a mis en dépense, aussi d'amélioration, 1818-27. Pour la publication, pour la consultation de marché de fouilles, Fabrice, tu peux en toucher deux mots. C'est la publication réglementaire qu'on a dû faire, et enfin qu'on doit faire pour les fouilles. Et donc du coup on l'intègre parce qu'on n'avait pas mis à la date de janvier. Voilà. Et donc là, on termine donc par le dernier dossier concernant de l'eau brute, tranchée plus canalisation, qui se situe, je vois que c'est vrai, bon, je sais que je vais avoir des questions, qui se situe au niveau du rond-point de la baraque. Donc pour revenir un petit peu, pour faire un petit peu d'historique là-dessus, vous saviez que pour avoir été sollicité par vos questions plusieurs fois, nous avions à l'époque, quand nous avons mis en place avec Multipidex rond-point d'entre deux villes, nous avions prévu une canalisation et d'eau potable et d'eau du canal de Provence sous le rond-point pour faire cette traversée de 96. Et donc là, puisqu'il s'agit de la SCP, je vais développer plus la partie SCP. Donc aujourd'hui, on avait deux antennes qui arrivaient derrière le rond-point au début du chemin des traversières. C'est des antennes qui sont là depuis longtemps, puisque c'était il y a peut-être 30 ou 35 ans qu'elles ont été mises là, notamment le gros regard, en prévision un jour de développer plus loin. Ça s'était arrêté là. Il y a une antenne qui arrive, donc les deux antennes arrivent de Saint-Canadé, mais elles n'ont pas le même parcours, puisqu'il y en a une qui passe au niveau de la RD 556 et qui remonte en direction de Point 10, pour après s'orienter vers le quartier des Baudes. Ça, été il y a un piquage sur cette antenne-là et un renforcement qui a été fait à l'époque. Et la deuxième, elle se situe à peu près au niveau de Terre Longue et elle traverse à peu près après l'ancien restaurant de Fontbelle sur la RD 556 en milieu, à peu près à 1 km en amont dans le sens Venelle-Pertuis, en amont du restaurant L'Espigna, le relais. Et elle traverse et elle va alimenter certaines parties des quartiers ouest, et notamment certains poteaux incendiés à l'époque, et puis aussi elle alimentait, il y avait un circuit qui maillait et qui remontait jusqu'au chemin des traversières et qui permettait effectivement d'alimenter tout ce secteur-là. Et aujourd'hui, il y a deux raisons à cela. On essaye de mettre ces 50 000 € en dépenses nouvelles. Pourquoi? Parce que nous avons rencontré la SCP, les techniciens ainsi que leur direction, et bien sûr on a évoqué cette deuxième alimentation en eau du village. Et aujourd'hui, pour rassurer, j'ai eu des questions à l'époque de Gilbert, c'est vrai qu'on est en capacité, entre guillemets, sous l'autorisation du préfet, de pouvoir alimenter le village avec une station mobile de potabilisation qu'on mettrait aux deux regards, sauf qu'aujourd'hui, Mérarde, pour être précis au niveau technique, on utilise 7 litres seconde. Il nous faut 7 litres, être en capacité d'utiliser 7 litres seconde journellement. Et en période d'été, sur une grosse demande, puisqu'il y a des piscines, des arrosages, etc., on passe à 19 litres seconde. Et entre 18, on passe les 17 litres seconde, parce que 17 secondes, c'est la capacité d'un poteau incendie. Et là, c'est quand on cumule l'été, c'est-à-dire les 2 ou 3 mois, à partir de fin juin, juillet, août, on arrive à pratiquement 18 litres seconde passés entre 18 et 19. Et ils nous ont spécifié que, d'une part, pour les préconisations de l'ARS, de l'Agence régionale de la santé, dans quelques années, c'est-à-dire d'ici même à court terme, ils vont nous demander d'avoir une source de potabilisation permanente, pas mobile. Donc à ce titre-là, ils nous ont dit, voyez, vous avez une canalisation qui passe là, vous faites des travaux à côté. Donc effectivement, vous êtes en charge aujourd'hui
d'alimenter ce secteur-là, et surtout en charge, sur demande du préfet, de pouvoir donner un débit nécessaire en cas d'une pénurie. Alors je lui ai répondu nécessaire, on l'a, parce qu'effectivement, si demain on devait avoir des gros problèmes et qu'on trouve une pollution et qu'on soit dans la période d'été, ben le préfet demanderait quand même à tous les utilisateurs de ne pas prendre de l'eau pour la piscine, de l'eau pour les jardins. Et donc, c'est pour ça que je répondais qu'on était en capacité, malgré une pénurie d'eau, un problème de pollution de la source du Lion d'Or, on serait en capacité de fournir, avec une station mobile de potabilisation, de réinjecter de l'eau potable dans le circuit Pont-Mérard, sauf qu'il y aurait des préconisations du préfet en disant que messieurs dames, vous arrosez plus, la piscine on ne remplit plus, etc. Donc, ceci étant, on a préféré leur dire, écoutez, nous, puisqu'on a des travaux, c'est peut-être le moment de redilater cette canalisation en la changeant, et au lieu d'avoir une canalisation qui n'aurait pas un débit maximal, je dirais, on va mettre une canalisation de 150 sur une sur-largeur qu'on procédera, puisqu'aujourd'hui on doit faire le maillage de l'ALP sans la voter dans la convention de gestion, puisque ça c'est une dépense sur RAR, vous l'avez voté la dernière fois. Donc aujourd'hui il nous semblait opportun de faire ces travaux-là à un coût qui sera entre 40 et 50 000 euros. Et cette opération devrait se faire assez rapidement, c'est pour ça qu'on le met dans une dépense nouvelle et on le met au cœur du budget, puisque c'est un budget, je vous rappelle que l'eau brute, c'est un budget qui rentre dans l'an 14 et non dans des budgets annexes, je le précise, et effectivement, ce serait une bonne chose de pouvoir faire ça, et nous avons décidé de le faire et de le présenter donc dans une dépense nouvelle, en collaboration bien sûr avec la Société Canal de Provence qui va surveiller quand même nos travaux. Voilà, j'en ai terminé. Parfait. Est-ce que vous avez des questions sur ces travaux? À vous entendre, on a l'impression qu'entre le 11 janvier 2018 et le 15 février 2018, en un mois, soudainement, comme ça, des travaux sont apparus, sont nés. Bon, c'est bien beau hein, de raconter ça, mais on n'y croit pas une seconde. Ça, c'est un. Tu me laisses parler? Mais oui, mais voilà. Tu dis toujours qu'on est des menteurs. J'ai jamais dit que... si tu ne crois pas, c'est que... Non. Je ne crois pas une seconde que les deux opérations façades sont nées entre le 11 janvier. On peut aller voir les personnes. Bon, je les connais. Et vous savez très bien que je les connais. Entre le 11 janvier et le 15 février. Bon. Vous avez fait une délibération. Ça fait 4 ans qu'on est élu. C'est la première fois qu'on fait 2 délibérations sur l'autorisation donnée au maire d'engager, de liquider, de mandater. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez mal fait votre boulot. Voilà. Vous avez mal fait votre boulot, vous avez mal estimé les choses, et je vous ai déjà alerté. Le 11 janvier, alors je ne sais toujours pas qui est le responsable ou la responsable des finances, puisqu'on ne m'a pas répondu, on n'a pas répondu à toutes mes questions. Mais je vous ai déjà alerté sur ce sujet. J'ai dit que le 11 janvier, c'était peut-être une date trop proche, trop loin peut-être, trop proche du début de l'année et trop loin du vote du budget. Vous m'avez dit, bon, en dehors de l'erreur de 200 000 qui était flagrante et que personne n'avait vue, vous dites, il n'y a pas de problème, c'est bon, on sait ce qu'il faut. Le 11 janvier, on a voté 600 et quelques mille, 400 au début plus les 200 000 d'erreurs, 600 et quelques, il n'y aura pas de problème. Et là, on voit une deuxième délibération apparaître qui montre encore une fois cette désorganisation, cette gestion très approximative, cette gestion de court terme, vous gérez avec des successions de court terme. Lorsque je vous entends dire on a vu un poteau, etc., vous êtes en train de faire l'avenue principale d'un village. C'est la route principale et vous êtes dans l'approximative. Vous voyez, on s'est rendu compte qu'on peut peut-être mettre un câble. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça qu'on travaille. Et tu verras que ça sera fini. Et cette délibération montre encore une fois non seulement l'erreur par rapport au 11 janvier, mais l'erreur par rapport à votre budget initial de l'année dernière. Et chaque année, je vous le dis, et on vous dit, faites des commissions, faites-nous participer aux commissions.
Quel est le montant des RRR? Ils sont passés où? Est-ce qu'ils ont été bien ciblés? Que ce soit en dépenses, en investissement? Aucune information. Je veux dire, avant d'engager comme ça des dépenses, est-ce que vous avez... Mais je sais que... Mais c'est encore pire. Parce que vous faites naître des travaux comme ça, du jour au lendemain, et vous ne nous parlez pas de ce qui reste à réaliser. On n'a aucune information. Tu me laisses parler, s'il te plaît? On n'a aucune information sur... Je ne suis pas du tout énervé. Je suis en train de finir... On n'a aucune information sur les dépenses, sur les investissements. Rien. C'est bon, je pense, et le budget que vous allez nous proposer... Il va y avoir un débat d'orientation budgétaire, monsieur Gilles. Encore heureux, voilà, j'espère. Encore heureux. On Et à la avance. dernière minute, comme chaque année. On avance. À la dernière minute. Mais avancez, tant mieux pour vous. J'ai le droit de parler. Bon, je démontrerai, je le dis devant la caméra, que vos RRR, restes à réaliser de l'an dernier, n'étaient pas sincères. Je vais le démontrer devant la caméra, voilà. Je prends Paris. Lorsque vous allez me présenter les comptes administratifs et tout ce qui va avec, je vais vous le démontrer. Et c'est pour ça, c'est parce que vos restes à réaliser n'étaient pas sincères, que vous vous trouvez dans cette situation à faire une deuxième fois une autorisation. Franchement, bon, je me suis amusé à appeler des mairies, des maires, etc. Il y a des maires qui n'ont même pas fait une autorisation, encore une fois, de toucher au quart de... Ils n'ont pas fait, ils n'ont pas besoin. Pas des problèmes urgents. Non, le budget était carré, ils ont des RRR, ils continuent à dépenser. Il y a des maires qui vont le faire peut-être à la dernière minute, en prévention, si jamais on a besoin de faire, etc. Vous, on a l'impression, lorsque vous exposez les projets, que soudainement, vous avez découvert qu'il faut payer des façades, qu'il faut payer un ordinateur. Mais nous, on est d'accord avec tout ça. On est d'accord avec les opérations façade, on est d'accord avec les ruches, on est d'accord avec l'ordinateur, mais c'est le minimum que vous puissiez faire pour une commune. On a l'impression que vous vous vantez d'acheter un ordinateur au centre de loisirs. Mais il faut que vous parveniez, il faut parvenir à comprendre qu'il y a une différence entre ce qu'une commune peut faire. La dernière fois, vous avez parlé de la pancarte égalité, liberté, fraternité. Mais c'est tout à fait normal qu'une mairie renouvelle sa façade et rende l'entrée privée. C'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, c'est cette gestion hasardeuse. Voilà. Ça, c'est pas normal. C'est pas comme ça qu'on gère une mairie. Encore une fois, avec des petits chiffres, des additions, des soustractions, c'est pas clair. Je veux dire, le local à poubelle chemin Romagas, il est né entre le 11 janvier et le 15 février, comme ça, il est né... voilà, c'est le Saint-Esprit qui est apparu. J'attends pour te répondre. Voilà. Voilà, je vais te répondre. Non, il n'a rien dit. Donc j'aimerais que vous puissiez... vous en doutez, on votera encore contre ces chiffres parce qu'on ne vous croit pas une seconde. Mais il y a une différence entre la nécessité de faire ces choses-là, un ordinateur pour des ruches, c'est très bien, et bien géré. Ce sont deux choses différentes. Donc tu as fou et bien tu géré. mauvais, c'est ça. Pas du tout, pas du tout. C'est des bons travaux, c'est bien. Mais parce que ce sont des actions normales. Mais faut Vous pas ne faites rien d'extraordinaire. Mais c'est des choses qui auraient pu être programmées dans le budget et faites. Donc ce que vous êtes en train de faire là, c'est encore une fois de l'approximatif qui va venir affecter la construction, certainement vous êtes dedans, on n'est pas au courant, de votre budget. Et on en parlera la prochaine fois. Il faut les faire. Moi je vais juste te répondre sur ces propos-là. Donc en ce qui concerne tes remarques, il faut savoir que c'est des dépenses d'investissement. Il y a des choses, toi tu dis ça tombe du ciel, un poteau est arrivé, non, c'est faux. Il y a des besoins aujourd'hui qui sont réels et pour être des besoins en investissement et pour être transparent et pour être, comme tu dis, sincère et véritable, puisque tu parles des RAR, je ne vais pas faire le débat des RAR, on en a parlé 1h30 le dernier conseil et on en reparlera, mais moi je ne vais pas faire le débat là-dessus, mais je le connais très bien. Et donc en ce qui concerne ces dépenses sincères et véritables, tu sais très bien qu'on a des recettes qui arrivent tardivement et si on vote le budget principal en avril, c'est justement pour le voter au plus près qu'il soit sincère et véritable par rapport aux recettes, parce que tu parles des dépenses, Gilbert, mais toi qui es grand financier, il y a aussi des recettes, et si on veut être sincère, il faut attendre un petit peu plus. Et c'est cette raison-là
que notre DGS, qui est très respectueux d'un budget sincère et véritable, nous a dit il faut faire comme ça. Et on l'écoute et il a raison. Et donc, effectivement, si on prenait la politique de dire, eh bien écoutez, c'est pas grave, on fait que les restes à réaliser, les dépenses nouvelles sur l'investissement en ordinateur, bon ben, on est d'accord, mais comme on est désordonné, on ne le fait pas. Ça doit être prévu dans le budget, ça doit être prévu, voilà. C'est le minimum. Eh bien, écoute, vous êtes incapable de prévoir un ordinateur. Tu lui demandes de t'écouter, toi tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas les réponses. C'est ton avis. Vous êtes en train de transformer. Nous, c'est pas le nôtre, Gilbert, et là-dessus, je pense que tu n'as pas raison. Donc ça, c'est ton point de vue. Voilà, ben, moi je respecte ton point de vue parce que tu l'as expliqué, je t'ai écouté, et maintenant, ben, moi j'ai expliqué à mes collègues et à tout le monde notre point de vue, et maintenant on va voter. Juste compléter quand même ce propos. C'est très important cette délibération parce que c'est des dépenses qui sont nécessaires et qu'on estime nous nécessaires pour nous administrer. Il y a deux façons de présenter le budget. Soit on le vote comme le font certaines communes fin décembre, et vous faites un budget principal et après vous votez un budget supplémentaire parce qu'il faut que vous recaliez votre budget, voilà, et à partir de là vous faites de l'hypothèse parce que vous n'avez pas vos taxes d'habitation, vos taxes de foncière, que vos taux vous allez les apprécier, qu'il faudra y revenir après, voilà. C'est une façon de faire, elle peut être cohérente et elle n'est pas critiquable pour autant, elle a des avantages disons et des inconvénients. Soit sur Mérargues, et il n'y a pas que Mérargues d'ailleurs, on fonctionne depuis des années sur une deuxième méthode, qui un jour peut-être changera et on viendra à la première méthode. Donc nous, la deuxième méthode, c'est qu'on vote un budget en avril. Et là, en avril, généralement, puisque la loi nous autorise, donc c'est la loi qui l'a prévu, hein, avant le 15 avril, je crois, de mémoire, donc on vote un budget. Mais en avril, on a un avantage, c'est que normalement, on a tous ces éléments que nous donne l'État, que nous donne la métropole. On a reçu hier, je crois, notre première somme d'attribution de compensation, la C. On a la possibilité d'avoir nos taux, nos produits, nos recettes, donc on est un peu plus à l'aise. Pour compléter le propos, aujourd'hui on n'a toujours pas reçu, je crois de mémoire, je parle sous l'autorité de notre DGS, le compte de gestion. Donc sans compte de gestion, c'est quand même un peu difficile de faire un budget, donc on sait qu'on va le recevoir, et donc le mois d'avril, les avantages, c'est qu'on a bien plus d'éléments. Ce qui nous permet d'ailleurs, entre avril et décembre, de quasiment plus toucher notre budget et de faire à la marge quelques DM. De mémoire, et là encore, vous pourrez vérifier si je me trompe, l'année dernière, on a dû faire une DM. Voilà. Donc, voilà, notre budget, il est carré à partir de avril. Entre janvier et avril, on fait de la gestion des affaires courantes. Et bien moi, franchement, ça m'embête de dire à des administrés, on ne va pas faire votre opération façade, on ne va pas la régler parce qu'on la réglera en avril. Pourquoi vous ne la faites pas maintenant? Vous avez une possibilité technique de faire. Oui, on peut faire une décision. Ah bon, ben faites-le alors puisque vous allez le faire en avril. Moi, ça m'embête de dire au centre aéré, au fait, votre ordinateur est en carafe, on ne va pas le changer, vous attendrez avril. Je ne vois pas l'intérêt. Entre-temps, on a fait une réunion avec le grand site entre janvier et février. Et cette réunion, elle a abouti au fait qu'ils allaient nous aider à monter notre projet. Des élus se sont battus comme Philippe pour trouver une association qui va gérer. On l'a trouvé, donc on sait qu'on peut aller jusqu'au bout. On a validé ça entre le conseil de janvier et le conseil de ce soir. Sandrine a refait le lien au niveau des écoles, pas plus tard que la semaine dernière, pour expliquer que le projet allait avancer et que les groupes sont intéressés. Et les gens qui vont nous livrer les essais nous expliquent qu'il faut le faire avant la période d'avril. Donc, ben, on a tous les éléments, maintenant on peut le faire. Sauf que ces informations-là, on les a eues à travers des réunions qui ont lieu entre 11 janvier et 15 février. Et je pense qu'en mars, on reprendra aussi, au travers du conseil municipal, des délibérations par rapport aux réunions qui auront été menées, si nécessaire, entre le 15 février et le 15 mars. Voilà, c'est un ensemble de travaux. On a des lanternes qui ont cassé, on ne va pas laisser les gens dans le noir jusqu'en avril, on va changer les lanternes. On va le voter en avril, autant le voter maintenant et autant le faire. Voilà, on a des enfouissements de réseau à effectuer. Il y a des questions aussi quelquefois de sécurité. Et puis on a en effet mené, comme l'a dit Pierre, une réunion stratégique avec la Société du Canal de Provence entre le 11 janvier et le 15 février. Et à cette date-là, on a eu une information qu'on n'avait pas le 11 janvier, qui nous ont dit on peut améliorer ce système de, comme l'a dit Pierre, de deuxième source à travers une dilatation de canalisation. Et au lieu d'être à 7 litres, vous aurez beaucoup plus, jusqu'à 17 litres.
il faudra un jour les faire, ces travaux. Voilà, prévoyez, je le voyais. Ok, d'accord. Et puis dans la conversation, on a quand même indiqué que sur le même tracé, puisqu'on avait leur plan, hein, c'est comme ça que ça s'est décidé, sur le même tracé, on était en train de faire un maillage avec la Seine pour améliorer la délivrance d'eau potable dans les quartiers ouest. Voilà. Et là, ils nous ont dit, si vous avez l'entreprise, si vous avez les tranchées, si vous avez les marchés qui sont passés, je pense qu'on peut diviser par 3 le coût de l'opération. Parce que vous n'aurez pas à y revenir, que vous allez bénéficier d'une entreprise sur place, que vous allez pouvoir faire de la surlargeur et que vous allez avoir à payer que le tuyau. Et nous, parce qu'on n'a pas d'argent, qu'on ne va pas le payer, on s'engage à venir suivre les travaux pour vous pendant cette opération. C'est une opportunité qui nous est apparue intéressante. On ne s'est pas dit on va le faire voter en avril. Pourquoi on ne s'est pas dit le faire voter en avril? L'explication, parce qu'en avril, ces travaux qui nous permettent de faire cette tranchée, ils dépendent des conventions de gestion signées sur des budgets d'eau et d'assainissement qui ont déjà été transférés. Donc on s'est engagé à les faire en début d'année. Donc, il nous a semblé pertinent de mettre ce genre de travaux. Et quand on met 460 € pour des enfants ou quand on met 50 000 € pour un quartier, c'est la même philosophie. C'est parce que c'est l'intérêt général et que c'est le moment. Voilà. Donc on travaille à travers des réunions qui se suivent et qui nous permettent d'améliorer. Et en avril, eh bien, on aura un budget général et on aura peut-être des fouilles déjà réalisées. Donc si on ne s'était pas autorisé les fouilles et nous on les a votées, eh bien en avril on n'aurait toujours pas pu les faire. Voilà, c'est pour ça qu'à un moment donné, on essaie entre janvier et avril de noter certaines sommes pour pouvoir ne pas perdre du temps et s'autoriser à des dépenses qu'on va effectuer sur le budget qu'on aurait pu effectuer sur le budget d'avril. On gagne 3 ou 4 mois, on essaie d'aller vite et d'être performant. Point barre. Alors, cette le projet d'alimentation d'eau potable des quartiers ouest, la problématique au quartier ouest, c'est une problématique à une vingtaine d'années à Mérag. Donc elle n'est pas née maintenant. Donc ce que tu viens de nous raconter, c'est pour moi, c'est quelque chose qui est insignifiant complètement. Ça, c'est une problématique qui est discutée depuis des années à Mérag. J'en ai moi-même élu depuis 4 ans, j'ai dû en parler 10 fois. Bon, ça c'est un. Et deux, bon, quand on voit que vous avez oublié de dépenser ou de déclarer dans la dépense 714 € pour publier les consultations de marché des fouilles, alors que vous êtes empressé de balancer 200 000 avec l'erreur de calcul pour faire les fouilles, bon, ça montre quand même, encore une fois, cette désorganisation. Vous faites les choses vraiment à la va-vite, sans aucune réflexion. C'est pas possible que vous faites en 11 janvier une autorisation, vous débloquez 200 000 pour faire les fouilles, et vous oubliez de payer les 714 pour publier les trucs. Bon, je ne veux plus parler de ce sujet, c'est mon point de vue. C'est ton point de vue, on le respecte. Je dis simplement une chose, maintenant on va passer au vote, et s'il n'y a pas une majorité qui se dégage au niveau de ce vote, ces travaux, il faut être clair, ne s'effectueront pas. Ça veut dire que le conseil... je termine, Gilbert. Ça veut dire que le conseil municipal est souverain, et ça veut dire que chacun, autour de cette table, parce que ce n'est pas des béni-bouni, prenne ses responsabilités, prenne leurs responsabilités. Si tu es contre ces projets, c'est ton problème. Tu peux d'ailleurs... Eh ben alors je pense que tu t'abstiendras sur cette opération, parce que justement ça te permet de dire c'est pas la méthode qui est bonne, mais le fond est bon. Si tu votes contre, ben, c'est que tu es contre le projet. Si tu t'abstiens, ça veut dire que les projets sont bien, mais la méthode n'est pas bonne. Et tu peux nous sanctionner en t'abstenant. On verra ce que tu votes. Qui est contre? Qui s'abstient? Le reste, les libérations. J'attends pas de recevoir des leçons de ta part, Fabrice. C'est pas une leçon. Le bien, le mal. Moi, je donne des leçons à personne. Je donne des leçons à personne. Très mal placé pour me donner des leçons. Je donne des leçons à personne. Non, ne me donne pas de leçons. Je donne des leçons à personne. Après, que ça t'énerve et que ça te fasse perdre ton vous votez comme vous voulez et on vote comme on veut. Mais je comprends bien, c'est ce qu'on fait. Je n'ai pas besoin d'avoir de leçons. Je n'ai pas donné de leçons, Gilbert. Je t'ai dit qu'en toute logique, comme le fond ne te correspondait, mais que la forme ne te correspondait pas, tu pouvais nous sanctionner sur la forme de la délibération en t'abstenant, mais pas sur le fond, en encourageant ce genre de travaux. Tu nous dis je suis pour, mais je vote contre. Donc je relève simplement quelque chose qui ne me semble pas logique. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais moi j'ai le droit aussi d'exprimer mon idée. Je trouve que tu n'es pas logique. Voilà. Après c'est mon problème. Mais si tu comptes sur notre majorité pour faire passer les projets que tu trouves bien mais que tu ne veux pas voter, ça veut dire que tu n'as pas de droit politique. C'est mon avis, je le pense. Vous avez 23, faites. Voilà. Alors, délibération numéro 2, reconduction du dispositif dit contrat d'engagement éducatif, création de 6 postes. Chaque année, on vote cette délibération pour créer les 6 postes qui nous serviront à faire fonctionner notre centre aéré. Cette délibération, le texte doit être quasiment la même que celui de l'année dernière.
je vous propose d'adopter donc cette délibération qui vous permettra de faire fonctionner notre centre aéré. Si vous avez des questions sur les postes techniques, je pense que Eric se fera un plaisir de nous apporter toute sa science. Et si vous n'avez pas de questions, je vous propose d'adopter cette délibération. Bien. Voilà, alors je suis remonté dans le temps. Cette décision a été prise par une délibération qui a été votée à l'unanimité, que nous avons votée parce qu'on trouve que l'idée est extra, 2014-012, reconduite par une délibération votée à l'unanimité encore une fois, 2015-005, reconduite par une délibération, donc monsieur le DGS fait allusion au 15 décembre 2016, et là, on délibère le 15 février 2018. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui travaillent sans contrat et sans être payés. Voilà. Et ça, c'est encore une fois une marque de votre désorganisation et mauvaise gestion. L'incapacité à gérer une commune. Bon, je veux bien qu'on achète un ordinateur, encore une fois, au centre aéré, on est encore... Mais la moindre des choses, lorsque vous avez des parents qui inscrivent leurs enfants au centre aéré, ils aimeraient voir des éducateurs heureux, motivés, accueillants, et donc, de ce fait, payés à l'heure et couverts par un contrat de travail qui est rédigé dans les temps, publié, etc. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'ils font, ces pauvres éducateurs? Ben, ils se barrent. Voilà, ils partent. Donc, ils laissent leur poste et ils partent et ils laissent donc le centre aéré dans la désorganisation la plus totale. Donc, ce qui veut dire qu'il faut aller en chercher d'autres, les recruter, les convaincre de travailler. Alors, c'est plus grave que ça. Parce qu'un éducateur, il est là pour accompagner les gosses et leur proposer des activités. Lorsque l'éducateur se barre, bon, le programme d'activité est rompu. Et les parents, ils ne sont pas contents. Tu sais, Fabrice, je vis à Mérargues. Et je suis très... Mais je sais. Mais d'ailleurs, tu vis depuis bien plus longtemps, donc tu vas connaître les choses mieux que moi. Je vis à Mérargues et je parle avec les gens. Moi aussi. Et donc, ce que je viens de dire, c'est les remontées de la rue des gens. Ils ne sont pas contents. Alors, je laisse de côté, ce n'est pas ni le lieu, ni le moment d'en parler, la problématique de la sécurité, etc. Laissons de côté ce sujet qui est très important quand même. Mais là, on touche encore une fois à un problème d'organisation. Et donc, je repose la question, puisque tu ne cherches pas à me répondre. Je demandais... Tu me dis, laisse-moi parler, je te laisse parler. Quand tu parles, tu me réponds pas, je te coupe ou je te coupe pas. Qui est l'adjoint, encore une fois, en charge des finances? Tu ne m'as pas répondu, c'est pas très grave. Et maintenant, je pose la question, qui est l'adjoint en charge de la petite enfance? Bon, j'espère, encore une fois, je le souhaite, que tu vas finalement parvenir à répondre à ma question. Pourquoi? Parce que c'est quand même la responsabilité de l'adjoint à la petite enfance d'aller voir le directeur du centre, de discuter, de faire une commission, de voir les besoins. Je veux dire, on ne peut pas continuer à faire fonctionner ce centre aéré de cette manière. C'est pas possible. C'est pas possible. Et là, on va voter aujourd'hui, on votera cette délibération, on va la voter parce qu'on pense, parce qu'on l'a toujours voté. Je suis allé regarder, on a toujours voté. Ah, tu aurais pu voter contre cette fois-ci. Non, tout ce qui va. Non, la forme n'est pas bonne, le fond. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas la peine de me donner des leçons. Dans la forme, c'est pas bien, je pas tiens, tu aurais pu faire ça. Fabrice, garde les leçons pour quelqu'un. C'est pas des leçons, Gilbert. Tu ne me donnes pas des leçons. Je ne te donne pas des leçons. J'ai une façon de faire les choses, de réfléchir, et je te demande de me répondre maintenant pourquoi il y a une telle désorganisation dans cette structure qui est si importante pour les Mérarguais. Pourquoi aujourd'hui on n'est pas capable, alors que on a eu un conseil le 3 novembre, on a eu un conseil le 30 novembre, on a eu un conseil le 7 décembre. On a fait des conseils, c'est bien. Oui, bien sûr. Mais tu en fais des petits conseils maintenant, c'est pas mal. Et on fait un conseil le 11 janvier et aujourd'hui, le 15 février. Heureusement qu'il y avait cette autorisation financière à donner, qu'on pense à nos jeunes et au centre aéré.
Donc j'attends des réponses, s'il te plaît, s'il vous plaît, hein, tous, bien précises sur ce que je viens de dire, ce que nous venons de dire. Ah non, c'est surtout toi qui as dit. Non, ben ça a été préparé en amont, on ne travaille pas seul. Donc, très bien. On travaille avec une équipe. Donc vous souhaitez la même réponse. D'accord. Donc vous avez le même sujet, qui est de dire que pour vous, on a été pendant un an avec le centre aéré, avec des gens qui n'ont pas été payés, puisqu'on n'a pas pris de délibération, c'est ce que vient de dire DGF. Pas un an. Ça y est, ça fait 2 mois. Donc ça fait 2 mois que les gens ne sont pas payés. Non, ça fait 2 mois que cette délibération, on aurait dû la prendre pour qu'ils puissent du coup être, ou en tout cas nous la mairie, en légalité, je suppose, puisqu'à chaque fois, lorsqu'on fait une délibération là-dessus, on la fait ou le mois d'avant ou le mois de fin de contrat que l'on a. Donc la question, voilà, pour toi, Karine, c'était voilà, c'est pour bien comprendre. Pour toi, Karine, on n'a pas été dans la légalité pendant 2 mois parce qu'on n'a pas pris la délibération il y a 2-3 mois et que du coup les gens qui ont Je n'ai jamais parlé de légalité, j'ai parlé de jeunes pas payés. Non, je n'ai jamais payé. C'est Karine qui du coup, est-ce qu'on a été, dans ce cas-là, est-ce qu'on a été dans la légalité de pouvoir le faire maintenant? Est-ce qu'on a été dans la légalité? Dans ce cas-là, la question, ça sera ça. Parfait. Donc la réponse devrait être très précise et je vais laisser la personne la plus compétente d'entre nous pour ce genre de questions parce que c'est elle qui a en charge la bonne tenue de nos services et la bonne tenue des contrats parce qu'elle les prépare et il les suit. Donc, j'ose espérer que notre DGS a bien veillé à ce que les contrats soient payés correctement, à ce que les dates soient à peu près respectées, à ce que les gens soient payés correctement, à ce qu'il n'y ait pas eu de coupure du service public. Et je me retourne donc vers M. Delvaux pour répondre à la question administrative. M. Delvaux, est-ce qu'on a été négligent sur cette affaire? Dites-nous. En fait, la base de ce type de contrat de travail, c'est qu'il ne peut travailler plus de 80 jours sur une période de 12 mois consécutifs. Ça veut dire qu'à partir du moment où on l'embauche, il ne peut travailler plus de 12 mois. Les 80 jours de ci, de là, etc. Voilà. Donc son contrat est en quelque sorte doit s'analyser sur 12 mois, à partir du moment où on l'embauche. Maintenant, c'est vrai qu'on a un problème, et ça Laurent m'en a parlé, le recrutement des jeunes, qui interviennent au centre aéré et des animateurs. Pourquoi? Parce que les salaires peuvent leur paraître peu intéressants. 2 fois du SMIC quand même. Non, c'est 5 euros là. 2 fois du SMIC. Par jour, c'est par jour. Ça, c'est 5 euros. Par ailleurs, ce sont des jeunes qui sont généralement en études, qui font des études. Donc les horaires peuvent ne pas leur convenir. Et ça fait, d'après Laurent, à peu près 1 an et demi, 2 ans que on a des difficultés pour trouver des animateurs. Okay, mais la question n'était pas là. La question c'était, du coup, est-ce que depuis la dernière délibération que l'on a faite, et qui aurait dû, comme tu dis, les contrats sont de 12 mois, d'accord? À partir du moment où on les embauche. Ok. Quand nous on fait une délibération comme ça, normalement, on l'a fait pour 12 mois. Tu l'as fait tu autorises la création des postes. Mais si le contrat a été créé, le contrat il est valable pour 12 mois consécutifs. Avec des 80 jours, la durée du contrat est de 80 jours dans un délai de 12 mois. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, admettons, la délibération qu'on est en train de voter, on autorise, admettons, 6 postes, et si tu veux, dans 6 mois, tu peux commencer à les... Par exemple. Voilà, c'est pas obligé. Ça veut dire que les contrats là, voilà, c'est ça. On ne peut pas, par exemple, embaucher plus de 6 postes. Oui, ça j'ai compris. Là, on est bordé. Et en revanche, parmi les 6 qui sont créés, on peut avoir des tas de titulaires qui changent, qui tournent. C'est ce que Laurent remarque, c'est qu'il y a beaucoup de turnover sur les postes créés. On a du mal à les fidéliser. Moi, il fait ça, moi, pas du tout ce que j'ai. Est-ce que c'est clair, Karine?
Pas du tout. C'est ce qui est écrit. Alors Gilbert, c'est pas clair, mais est-ce que Karine, c'est un peu plus clair? Pour moi, en tout cas, ce que je voulais savoir, c'était justement ces 2 mois-là d'intervalle que l'on a. Il n'y a personne qui travaille au black. Non, mais ça, je sais très bien. On n'a jamais dit ça. Non, mais tu vois, c'était parce que combien de fois on a eu fait des décisions, entre guillemets, de rattrapage. C'est-à-dire qu'à sans que ce soit illégal, bien sûr, mais de rattrapage. C'est-à-dire que on délibère sur un sujet qui s'est déjà présenté, mais il faut qu'on le délibère maintenant parce que de toute manière on l'a fait. Voilà. On prend ta question, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est un rattrapage ou est-ce qu'on a pu honorer tous les contrats pour l'instant? À ma connaissance, tous les contrats qui ont en cours, les gens qui ont été embauchés l'ont été sur la base d'une délibération en vigueur. Bon, voilà tout sur des contrats en vigueur. Je ne comprends toujours pas. Actuellement, est-ce qu'il y a des jeunes, j'en connais d'ailleurs qui sont partis fâchés, qui sont payés. Non, parce qu'ils sont payés en... Non, j'ai jamais dit, vous n'avez pas le droit de ne pas payer quelqu'un. On est d'accord. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit payer en retard. Il faut comprendre ce que je dis. Je pense que payer en retard, payer du retard dans le paiement et dans les signatures du contrat. Je n'ai jamais dit qu'il y a des personnes qui ne sont pas payées. Vous n'avez pas le droit de ne pas payer les gens. Je ne sais pas comment vous inventez ou vous transformez les choses. Il y a des gens, des personnes actuellement... Alors il faut me donner les noms. Parce que, non, je ne donne pas... Alors je cherche... alors je demanderai... Pas devant la caméra. Je demanderai à Laurent... Oui. Non, mais je peux venir... parti parce qu'il je peux venir dans ton bureau, mais ici... non, Laurent c'est le directeur. Il faut quand même interroger. Je ne me permets pas de donner des noms devant la... en me disant j'ai un problème d'ordinateur. Du coup, je réagis. Mais vous êtes au courant. Il ne faut pas faire semblant que vous ne soyez pas au courant des problèmes. Comme par hasard, il n'y a que nous, l'opposition, qui sommes au courant. Vous êtes 23, vous n'êtes pas au courant. Dites-le devant la caméra, vous n'êtes pas au courant. Et on passe à l'autre point. On verra avec Laurent et il nous donnera l'information et on sera plus pas au courant. Pour l'instant, à notre connaissance, tout le monde a été payé. Merci. Alors, il peut y avoir effectivement des retards de paiement sur ce type de contrat. Mais ça, voilà, ça change. Ça peut arriver. Bon, on va passer. Eh bien alors, qui est contre ça? Mais ça c'est pas moi, ça c'est la trésorerie. Non, mais la trésorerie paye ce que... On va faire un... Qui est contre? Alors, je peux te donner la liste des fournisseurs qui râlent parce que la trésorerie les paye en retard. Qui s'abstient? C'est l'unanimité, je vous remercie. Nous passons à la délite numéro 3 qui concerne le service public d'assainissement non collectif, dit SPANC, et il y a un grand rapport dont vous avez dû être destinataire, que vous avez certainement tous lu parce qu'il était disponible en mairie, je pense, et que vous êtes empressés de venir lire et vous connaissez par cœur. Blague à part, je pense que Pierre va nous donner quelques éléments très rapide que l'on puisse. Au niveau du service pour l'assainissement non collectif, moi je pensais que du fait que la métropole a été transférée à la métropole, après la communauté d'aglo depuis le 1er janvier 2016, donc on est toujours sur une année moins bien évidemment, je pensais que peut-être on ne présenterait plus de rapport. Sauf que le DGS m'a dit non, mais les rapports se présentent quand bien même la métropole en est la compétence, ce sera identique pour les réseaux d'eau et d'assainissement. Donc j'applique le règlement. Et alors, à contrario de l'eau et de l'assainissement, vous avez un petit fascicule qui est quand même beaucoup moins important, qui est à disposition pour chacun d'entre vous qui souhaite le lire, donc dans le bureau du DGS ou à l'accueil. Il sera laissé pour consultation à l'accueil après que vous ayez pris acte. D'accord. Après ce soir, donc à partir de demain, si je comprends bien, il sera disponible à l'accueil. Voilà, donc moi j'ai relevé quelques points. Alors, je sais que le DGS avait un petit peu travaillé dessus, puisque dans la délibération, il a quand même fait des relèves précises. Mais bon, je vais juste noter ce que j'avais remarqué un petit peu. Donc simplement pour Merac, en ce qui concerne le graphique suivant présente la répartition de type de demande à l'origine du dépôt de dossier au SPAN pour l'ensemble des communes. Alors effectivement, dans ce tableau que j'ai sous les yeux,
et que vous pourrez lire. Donc Mérargues aujourd'hui a fait 9 demandes au SPANC pour des permis de construire relatifs à des constructions neuves. Il a fait 5 demandes de permis de construire relatifs à des constructions existantes, alors ça va être des extensions. Demande de réhabilitation de dossiers exposés hors demande d'urbanisme, il y en a eu 6, donc au total 20. Alors, il faut savoir que sur les 490 demandes qu'il y a eu sur l'ensemble des communes, donc le SPANC gère, donc Mérargues en a fait 20. Si on sort un petit peu du contexte là, on va passer donc au diagnostic. Alors, en ce qui concerne les diagnostics de bon fonctionnement, donc sur Mérargues, je compare un petit peu là sur toutes les communes, hein, on est dans un secteur où il y a quand même des études qui sont relativement importantes par rapport à d'autres communes. Alors, c'est pas qu'on n'est pas à jour, hein, c'est que le bon fonctionnement, il y a des fosses qui sont plus ou moins âgées, je dirais, et vétustes. Et donc à Mérargues, il y a eu 48 diagnostics de bon fonctionnement. Diagnostic préalable à une demande d'urbanisme 0 et diagnostic préalable à une demande 0. Ça veut dire que c'est des fosses existantes, voilà, qui sont contrôlées sur Mérargues. Il y en a qui vont sur rapport mieux. Oui, il y en a qui vont sur l'air de tout à l'écoute, mais ça c'est les points noirs. Alors, pour sortir un petit peu du blabla de ce compte rendu qui est très bien, hein, mais bon, il faut le lire, c'est assez lourd, il est complet. Sachez qu'à l'époque, on avait quelques points noirs qui se situent au chemin du Moulin. On en avait 2 ou 3. Et donc ces points noirs, en accord avec la direction, à l'époque je travaillais avec M. Renija qui était donc le responsable de ce service, et en accord avec tous les assistants bien sûr, hein, puisqu'on ne travaillait pas seul, il avait été dit, puisque ces personnes sont en point noir et que dans les 2-3 ans à venir, on va réaliser l'assainissement, la conduite qui passe donc de l'ancienne step qui va à la nouvelle step, on les avait mis en attente, et aujourd'hui, effectivement, ils ont pu, ces gens-là, faire les frais d'une fosse neuve, je dirais, et de ne pas engager des frais sur leur ancienne fosse qu'ils auraient été obligés de repayer un diagnostic. Voilà. Donc, pour ceux que, bon, effectivement, c'est intéressant hein, de voir sur Mérargues un petit peu par rapport aux autres communes, parce que là, vous avez pas mal de communes de notre codex, hein, Peigné, Pérol, Publié. C'est bien de comparer un petit peu tout ce qui se fait avec le SPANC. Alors, sachez qu'en 2016, puisqu'on parlait de la mienne moyenne, 490 dossiers ont fait l'objet d'un avis par le SPANC. Voilà. Effectivement, ces avis, quand il y a des passages, c'est pas gratuit, hein, puisque bon, il faut bien que tout ce système, ce service vive. Hein. Donc la redevance pour contrôle périodique de bon fonctionnement sur l'initiative du SPANC est d'un montant de 110 €. Je ne vous donne que quelques chiffres, après vous pourrez potasser ça tranquillement. La redevance pour le contrôle périodique de bon fonctionnement à la demande du propriétaire, vente ou demande d'urbanisme, c'est un peu plus cher. Donc à vous vendez, on vous prend un peu plus, c'est 160 €. Voilà. Et une contre-visite, c'est pas gratuit. C'est pas comme quand on va chez le véhicule. Là, c'est 100 €. Donc on a les personnes qui sont dans ces secteurs-là, bon, pour Mérargues, on n'a pas trop de soucis. Je vous le dis de suite, on a beaucoup fait de progrès suite à l'extension de notre station d'épuration. Et voilà, donc je vous invite, pour clôturer, à ne pas hésiter à lire ce petit document que je trouve très intéressant. Bon, après, il faut s'y pencher, mais surtout pour ceux qui sont dans les secteurs quartier ouest, qui ont des fosses sceptiques, c'est bien de pouvoir lire ce document. Eric, je me retourne vers toi, il est public, c'est-à-dire que n'importe quel citoyen peut venir le lire. Bon, très bien. Voilà. Et ça reste en mairie. Ça reste en mairie, sera à l'accueil quand on aura acté donc, cette présentation. Voilà. Merci. Alors, on propose l'acte de ce rapport d'activité. Pourquoi vous dites qu'il est joint en synthèse à la note dans le... Ça, c'est le projet de délit. C'est le pro. Si on prend acte, il va être joué. Transmis à la commune de Mérargues, le rapport en synthèse joint à la présente. Qu'est-ce qui est joint à la présente? Synthèse de ce qui est indiqué dedans, c'est-à-dire qu'il y a 48... Voilà le petit morceau là. Il a fait le synthèse dans la présentation. Oui. Donc c'est pas joint. Quand je dis joint à la présente, c'est à la présente note de synthèse. Alors, à la présente délibération.
C'est-à-dire que s'il faut que je fasse la synthèse des 80... Non, pas du tout. Mais à vrai dire, j'ai cherché un document joint en synthèse, mais j'ai pas. Alors c'est joint à la délibération, pas à la. Il est là. Je peux le consulter. J'ai fait Faites passer à Non, j'ai pas. Ils sont intéressés. après délibération. On va délibérer. Mais pas Est-ce que vous voulez prendre acte? C'est pas une délibération. Non, c'est pas une délibération. Est-ce que vous voulez prendre acte? Oui. Eh bien, c'est parfait. C'est à vous. Bravo. Vous pouvez consulter maintenant. Alors, il n'y a plus rien à dire. Je pense que vous avez des décisions qui apparaissent devant le tableau. Là, et que vous avez pu voir sur les mails que vous avez reçus, ainsi que sur les formes papier que certains ont pu voir. Et si vous avez toutes vos informations, eh bien, je vous souhaite une excellente soirée. Je veux rebondir sur les décisions du maire. Bon, il y a pas mal de points qui concernent la semaine dédiée au Japon. Bon, ça c'est une évidence. Et j'espère que ça s'est bien passé. Il y a eu beaucoup de monde.